Les ennuis continuent pour l'ancien sélectionneur du Sili national de Guinée. Après avoir retenu le délit de corruption contre le technicien belge, la commission éthique de la FEGIFOOT vient d'alourdir la sanction contre Paul Put. Les membres de la dite commission lui interdisent désormais l'exercice de toute activité sportive en Guinée et partout dans le monde. La décision est rendue publique mardi à Conakry. Plus d'explications avec Algassim Yaluba et Aliouba. La commission éthique de la Fédération guinéenne de football a finalement mis à exécution sa menace de suspendre Paul Put de toute activité sportive. Après 2 réunions manquées par l'ancien coach de Sili alors qu'il était convoqué, Tam Camara et les autres membres de la commission ont décidé de prendre une sanction provisoire. La sanction provisoire qui a été prise, c'est celle de l'interdire de toute activité liée au football. Désormais, la question que bon nombre d'observateurs se posent, c'est celle de savoir si cette commission éthique est capable d'interdire à Paul Put d'exercer ses activités sportives ailleurs. L'instauration de la commission d'éthique est une volonté de la Fédération internationale de football, l'association FIFA, pour améliorer la gouvernance du football dans le monde. Les décisions qui sont prises seront donc notifiées à cette instance-là, à la CAF, qui prendra toutes les mesures pour son application. Sur le sujet, ce journaliste sportif a aussi son avis. Voir Paul Put suspendu, moi personnellement je ne suis pas surpris, et parce que c'est quelqu'un, encore une fois, qui a des démêlés judiciaires en Europe, c'est quelqu'un qui est en conflit avec la loi en Jordanie et en Belgique, c'est quelqu'un qui est embourbé dans des combinaisons louches, qui s'est rendu coupable de trucage de match. Amadou Tam Camara réitère sa volonté et celle de son institution de faire la lumière sur cette affaire de corruption. La commission reste sereine et qu'elle va tout faire pour que la lumière jaillisse au bout des travaux que nous menons. Vendredi, l'ancien sélectionneur Paul Put est à nouveau convoqué par la commission. À l'issue de cette réunion, les membres de la commission vont annoncer si la décision contre lui est maintenue ou pas. À l'actualité en Afrique, une vingtaine de personnes sont tuées par balle chaque jour en Afrique du Sud, dans le township d'Alexandra à Johannesburg. Un groupe de jeunes journalistes activistes produit une émission de radio pour dénoncer cette violence et la débanaliser. Suivez. The topic of the day is the role of policy and how you can influence gun laws. Pour Jennifer Gobeni, la radio, c'est plus qu'un hobby. Avec une poignée d'autres adolescents, elle anime une émission sur les ravages des armes à feu. Un programme produit au cœur d'Alexandra, l'un des townships les plus violents de Johannesburg. L'usage des armes à feu, c'est quelque chose que les gens d'Alexandra ont tendance à banaliser. Ce n'est pas bon. Alors, parler de cette violence à la radio, ça fait réaliser aux auditeurs que ce n'est pas normal de voir des gens se faire abattre. Selon l'association pour une Afrique du Sud sans armes, environ 20 personnes sont tuées par balle chaque jour dans le pays. Marianne est membre de l'ONG, elle forme ses journalistes en herbe et espère que leurs reportages parviendront à changer le quartier. Alexandra a un héritage de violence. On surnomme le quartier Gomorre. Il n'y a pas de quoi être fier. Qui voudrait être comparé à Gomorre ? Gomorre comme la cité pécheresse dans la Bible. Chaque semaine, Jennifer et les jeunes reporters descendent dans ces rues pour récolter des témoignages sur la violence quotidienne. Des interviews qui sont au cœur d'une émission hebdomadaire d'1 heure. On fait du mal à la société en refusant d'aborder certains sujets. Alors le fait de parler, pour nous, ça montre à d'autres jeunes que leur voix compte. Je ne veux pas dire qu'on donne une voix à ceux qui n'en ont pas, ce n'est pas ça. Ils ont des choses à dire. Ce qui leur manque, c'est une plateforme pour le faire. Et c'est ce qu'on fait, on leur donne la possibilité de parler de leurs problèmes. Depuis la création de l'émission en 2014, une cinquantaine d'adolescents y ont participé. Certains deviendront peut-être journalistes, d'autres militants contre les armes à feu, mais tous veulent voir disparaître le fléau de la violence à Alexandra.
Il agace autant qu'il séduit. Politicien habile à l'ambition dévorante, Boris Johnson, le nouveau Premier ministre britannique, s'est hissé au pinacle du pouvoir en jouant la carte de sauveur du Brexit et de son charisme pour faire oublier ses gaffes et ses excès. Reportage. Génie charismatique ou pitre politique, il agace autant qu'il séduit, mais l'inévitable Boris Johnson est le nouveau Premier ministre britannique. Accusé de mentir, de diviser, d'être incompétent par ses détracteurs, c'est pourtant le chouchou des conservateurs qui le voient comme le sauveur du Brexit. Éduqué dans une des meilleures écoles privées du pays et diplômé d'Oxford, celui que tout le monde appelle familièrement Boris est un pur produit de l'élitisme britannique. C'est l'aîné dans sa famille et il a dit très jeune qu'il voulait être roi du monde et il s'énervait beaucoup quand il était battu au tennis de table ou à tout autre sport. Sa première expérience journalistique au Times est de courte durée. Il est licencié au bout d'à peine 1 an pour avoir inventé une citation. Bojo devient par la suite correspondant du journal Le Télégraphe à Bruxelles et bouscule la couverture des institutions européennes à coups d'exagération et d'entourloupe qui deviendront sa signature. Sa relation avec la vérité était cavalière, c'est-à-dire que ça lui convenait si ça correspondait à une idée préconçue de l'histoire. Mais il n'avait pas une relation très convaincante avec la vérité quand elle ne collait pas au récit simpliste qu'il apposait sur à peu près tout. Élu député pour la première fois en 2001, c'est en ravissant la mairie de Londres aux travaillistes en 2008 qu'il se fait un nom. Réélu en 2012, il a à son actif quelques réussites emblématiques, comme l'organisation des JO, mais aussi quelques gaffes mémorables. En 2016, il choisit le camp du Brexit et joue un rôle essentiel lors de la campagne pour sortir de l'UE, n'hésitant pas à user de slogans accusés plus tard d'être mensongers, notamment sur le coup de l'appartenance du Royaume-Uni à l'UE. Ils disent que l'UE c'est pourri, mais qu'on n'a pas le choix. C'est ce qu'ils disent, c'est leur ligne, mais j'ai bien peur que nous ayons une alternative, et c'est une alternative glorieuse. Suite à la démission du Premier ministre David Cameron, beaucoup voyaient Johnson s'installer à Downing Street, mais il se retire après avoir perdu le soutien d'un de ses anciens alliés. À la place, il est nommé ministre des Affaires étrangères de Theresa May. Sa désignation fait grand bruit, le costume de diplomate semblant incompatible avec son tempérament. En désaccord avec Theresa May sur le Brexit, il claque la porte du gouvernement en juillet 2018 et se présente comme l'unique solution pour sortir son pays de l'UE. Je pense que n'importe qui trouverait presque impossible de résoudre ce problème du Brexit. Et je pense qu'il est peu probable qu'il réussisse. Ce sera probablement une catastrophe. Mais il y a une petite chance que lui et son cerveau extraordinaire puissent y arriver. 1 an après son départ, l'homme à la célèbre tignasse blonde succède donc à Theresa May et prend la tête du pays pour livrer le Brexit aux Britanniques, coûte que coûte, avec ou sans accord. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe technique et rédactionnelle. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir.